Bonjour. Qu'est-ce que la culture générale? L'idée de cette vidéo m'est venue en vous écoutant. J'ai eu pas mal de conversations avec certaines et certains d'entre vous, et je sens monter une angoisse, des peurs nombreuses à l'égard de cette épreuve. Et il me paraît utile, dans une conversation assez libre, vous allez voir, ce n'est pas une vidéo qui est structurée avec un plan, ça sera beaucoup plus libre, pour être en accord avec fond et forme, en quelque sorte. L'idée, c'est de vous donner une idée de l'esprit de cette épreuve. Alors, je voudrais d'abord vous dire que il ne s'agit pas de suppléer ou de remplacer ou de se mettre à la place de ce qu'a pu dire Franck Kessler dans sa vidéo de méthodologie. Je reviendrai sur la manière dont nous allons travailler la culture générale à l'autre prépa, bien sûr, mais je voudrais surtout vous expliquer d'où ça vient, la culture générale, et quelle est la posture presque psychologique qu'il faut avoir à l'égard de cette épreuve. Je voudrais commencer en vous rappelant un petit ouvrage qui m'est cher, qui est tout à fait lumineux, que vous pourriez lire du reste, qui est un ouvrage de Paul Valéry, qui s'intitule « Le bilan de l'intelligence ». Dans le bilan de l'intelligence, Paul Valéry, de façon tout à fait prémonitoire, considérait que les concours, les examens, finiraient par avoir la peau de la culture générale, au fond. Et qu'il y aurait de moins en moins de culture, plus il y aurait une société qui valorise les concours, les examens. Je crois que cette prémonition de Paul Valéry, nous y sommes. Maintenant, elle se réalise, cette prédiction, puisque c'est parce que vous vous apercevez que c'est un coefficient 5 que vous commencez à vous inquiéter de la culture générale, ce qui est quand même un petit peu navrant, déjà. Et d'une certaine manière, parce qu'il est vrai que de toute façon, si vous avez 14 ou 15 en culture générale, plus 14 ou 15 en public, sur ce bloc qui est très discriminant, alors vous serez très facilement admissible si vous maintenez des notes entre 10 et 13 dans les autres matières. Donc c'est parce qu'il y a ce coefficient 5 que vous stressez, d'une certaine manière, et que vous commencez, je le répète, à vous intéresser à la culture générale. Or, il faut justement en rabattre avec cette peur, parce que plus vous serez tétanisé, plus vous aurez peur, moins vous, finalement, rédigerez une copie pertinente. Donc elle est là, la tension, justement, à mon avis, sur laquelle je voudrais revenir. Pour ce qui est de cette peur, je veux bien vous donner des circonstances atténuantes. Vous êtes né dans les années 90, en général, une période pas rigolote. Pour vous, un avion, c'est un avion qui décolle pas ou qui s'encastre dans une tour. Quand vous roulez en voiture, vous êtes à 30 à l'heure et en général, vous mettez votre gilet jaune à l'arrière de votre siège pour montrer comme vous êtes prudent. Bon, nous, on est plutôt nés dans les années 70, c'était un peu plus joyeux. On roulait à 200 à l'heure, on était dans un film de Claude Sautet en permanence, et tout le monde fumait. Voilà, donc on a une vision du savoir, nous, un peu plus rigolote peut-être, et un peu plus décontractée. En tout cas, moi, j'ai jamais été dans le même état psychologique que vous, même face à des concours et des examens, et on va essayer de vous faire partager, justement, une certaine légèreté pour que vous puissiez comprendre, là encore, ce qu'on attend de vous. Le pire, en culture générale, ce serait de faire une copie où on a peur tout le temps, où on fait du chasse-neige, et non pas du tout chousse, où on essaye finalement de plaquer un maximum de références sans trop y croire. Ça, c'est la pire copie aussi, celle qui enchaîne Platon, Hannah Arendt, parce qu'on lui a dit de le faire, mais le candidat ou la candidate ne sait pas trop pourquoi elle le fait. C'est la pire chose qui soit. Donc, essayons de rompre avec cela, et le but de cette vidéo, je le répète, c'est de vous expliquer l'esprit de la culture générale et la manière dont vous pouvez le travailler tout au long de l'année. Alors, revenons rapidement sur l'origine, déjà, de la culture générale. La culture générale, et on y est très attaché en France normalement, puisque c'est une culture aristocratique, la France, elle vient des salons qui s'épanouissent dès le XVIIe, XVIIIe siècle, donc salon aristocratique d'abord, puis salon bourgeois, la haute bourgeoisie, puis la bourgeoisie finira par reprendre cette tradition du salon. Dans un salon, il faut d'abord avoir le courage de prendre la parole, d'où l'intérêt, là encore, de ne pas être tétanisé. Alors on prend la parole, on s'exprime sur des thèmes très divers, en général avec l'actualité, en rapport avec l'actualité. L'actualité du moment, ça pouvait être l'actualité du 18e, l'actualité du 19e, maintenant c'est l'actualité de ce début de 21e siècle. On prend la parole et on doit pouvoir s'exprimer de façon brillante, de préférence, être capable de jouer avec les mots,
Être capable d'utiliser des matériaux divers qui sont ceux des humanités, au fond, hein, ce qu'on appelait autrefois les humanités. Vous savez, c'est un socle de connaissances qui d'abord utilise le legs de l'histoire, vous savez, la culture gréco-latine, puis le socle de la culture, comment dirais-je, chrétienne, puis la laïcisation avec les Lumières. Donc on est riche de tout cela, on est riche d'un certain nombre de références historiques, mais on peut jouer également sur des connaissances de géographie, d'économie, de philosophie, et bien sûr des œuvres d'art, parce que je vais y revenir, les œuvres d'art, c'est ce qui permet le plus de se démarquer et de faire une copie qui a du relief, de faire une copie qui a du souffle, de faire une copie qui a un peu de gueule, en quelque sorte. Alors on prend la parole, et le but c'est de n'ennuyer personne dans un salon. Le pire, c'était de ne plus être réinvité. Alors l'équivalent pour votre épreuve, hein, si on continue cette analogie avec les salons, ce serait d'avoir 4 sur 20. Hein. 4 sur 20 fois 5, c'est sûr qu'on ne passe pas la première barre. Bah, c'est la même chose dans le salon de Madame Récamier. Si on est lourd, si on dit des choses assez plates, eh bien, ma foi, on a peu de chances d'être réinvité par Madame Récamier, qui, vous le savez peut-être, était un des esprits les plus brillants, mais aussi les plus méchants, hein, de son temps. Petite anecdote sur Madame Récamier, un homme lui offrait des bijoux en lui disant « Ceci, ce sont des bijoux de famille ». Elle lui répond « Écoutez monsieur, j'ignorais que vous aviez une famille, mais je pensais que vous aviez des bijoux ». Vous gardez peut-être de cette anecdote quand même que l'esprit français, c'est un esprit aussi qui joue sur les mots. Vous pourriez justement avoir l'amour des mots et jongler sur les mots dans votre copie de culture générale. J'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, c'est un savoir donc qui est utile pour la discussion mondaine, grosso modo, qui n'est pas un pur snobisme, quand je l'entends parfois, parce que je crois que derrière, il y a quand même une certaine humanité qui sourd, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine légèreté, pas de pesanteur. C'est une culture, la culture générale, qui s'est construite contre les savoirs spécialisés. Si vous êtes ingénieur, vous n'embêtez personne avec votre profession. Si vous êtes juriste, vous n'embêtez personne avec votre profession. Ce qui me permet de dire tout de suite que si vous tombez sur un sujet de culture générale qui a une tonalité juridique, surtout de grâce, n'ayez pas un propos trop technique, ça sera pire que tout. Sur le sujet sur l'animal, par exemple, il ne s'agit pas de s'étendre sur l'article 528 du Code civil, ça n'a pas de sens, ce serait se tromper de couloir de natation, en quelque sorte. Il faut donc essayer de briller, essayer de montrer qu'on a finalement un legs de connaissances, et soit dit en passant, vous l'avez déjà, ce legs de connaissances. Vous vous imaginez que vous ne savez rien, alors qu'à mon avis, vous avez déjà dans votre besace un certain nombre de références de culture générale, puisque par définition, vous avez suivi quand même un cursus dans les collèges, les lycées, puis les universités françaises. C'est mieux que rien comme bagage. Et puis de toute façon, dites-vous qu'on ne peut pas attendre de gens qui ont une vingtaine d'années la culture de gens qui en ont 40, 50 ou 60, donc il faut aussi se désinhiber à ce titre. Mais alors, à propos des matériaux qu'on va enrôler en quelque sorte, il est évident qu'il faut lire des choses. Ça va de soi. Votre problème, c'est plutôt par où je commence, mais de toute façon, on a essayé, si vous voulez, de mettre en place ensuite une plateforme de mutualisation de fiches. Donc, vous savez qu'on vous demandera 2 fiches de lecture sur des ouvrages qu'on vous imposera, hein, et on relira ensuite vos fiches, et vous participerez ensuite à une plateforme de mutualisation où il y aura des centaines de fiches, puisqu'on fait jouer aussi la mutualisation avec les générations précédentes de candidats. Mais par ailleurs, soi-même, il faut lire des ouvrages. Des ouvrages de sociologie, des ouvrages de psychanalyse, des romans, des essais divers, etc. Je donnerai peut-être quelques références supplémentaires d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Et il faut se faire plaisir. Moi, je n'ai aucun problème à ce que vous me disiez, tiens, tel ouvrage que vous m'avez conseillé, en fait, m'ennuie. Bon, bah, vous le lâchez, parce qu'il n'y a aucune alchimie qui fait que vous saurez vous exprimer avec grâce sur un ouvrage s'il vous a ennuyé. D'autant plus que l'objectif, c'est pas d'utiliser 20, 30 références de culture générale dans sa copie. Le name dropping ne paye pas, il paraît totalement plaqué, totalement artificiel. Il faut être capable de tenir la note, si je puis dire, c'est-à-dire de s'exprimer convenablement pendant 7, 8 lignes sur chaque exemple. Et les exemples, si on en a 6, si on en a 7, ça suffit bien. D'où l'intérêt peut-être aussi de revenir à des grandes pensées séminales qui vont être utiles dans plein de devoirs. Je m'explique, la pensée de Michel Foucault, par exemple, qui est un des plus grands philosophes français, qui inspire considérablement d'ailleurs de nombreuses pensées contemporaines.
30 ans après sa mort, il est mort en 84, on ne compte plus les gens qui ont été inspirés par Michel Foucault. Lire un peu Michel Foucault, ça peut pas faire de mal. Et on l'utilisera dans plein de copies, que ce soit une copie sur le corps, sur la sécurité, sur la santé, sur l'environnement. Michel Foucault a finalement envisagé tant de questions qu'on pourra l'exploiter de façon extrêmement heureuse, à mon avis. Et alors, tout l'art, et c'est pour ça qu'on veut absolument éviter, nous, un trop grand formatage, je vais revenir sur le plan type, mais le but n'est pas du tout de vous formater, tout l'art consiste à articuler des références assez classiques et des références plus originales. Je m'explique. Il n'y a rien de tel qu'une copie où on se dit « Tiens, ça c'est intéressant ce rapprochement. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette référence? Je la connais pas et je vais aller la chercher parce que finalement ça m'intrigue. » Il faut séduire, il faut éviter l'ennui. Le correcteur, c'est un lecteur, comme un auditeur dans un salon. Il n'a pas envie qu'on l'ennuie avec des références convenues, des phrases plates, sans aucun souffle. Donc, comprenez déjà bien cet esprit, il faut que vous en rabattiez avec cette peur, que vous vous lâchiez un peu en quelque sorte. Nos amis indiens diraient ouvrir vos chakras, comme vous voulez, mais en tout cas, vous essayez de lutter contre cette peur, parce que plus vous vous ferez plaisir, plus vous rendrez votre copie intéressante, vous lui donnerez du souffle, et il y aura des références originales. Quand je parle des références originales, je pars du principe que, bien sûr, il y a les humanités, bien sûr, il y a, je le répète, la socio, la géographie, un peu d'économie, etc., un peu de littérature, mais il y a aussi le monde dans lequel vous vivez, le monde contemporain. Vous regardez des séries, par exemple, il y a des séries qui sont remarquables. The Wire, par exemple, ça me semble une série tout à fait géniale de Simon. C'est tout à fait possible de l'enrôler dans une copie de culture générale, et ça serait même joli de la nouer, cette référence, avec une référence plus classique. Même chose, vous êtes dans un monde qui est saturé de publicité. Moi, quelqu'un qui reprend un grand slogan publicitaire, parce que la romance publicitaire, elle est riche, elle nous entoure, et qui ensuite décrypte ce slogan en l'utilisant, en le frottant, si je puis dire, avec des références plus classiques, eh bien, ça peut être très très beau. Dites-vous en plus que la manière dont est conçue l'épreuve depuis 2009, il s'agit d'éclairer le monde d'aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas... D'accord, on dialogue avec des morts, souvent, mais pour mieux comprendre aujourd'hui. Bon. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette idée de généalogie, justement des idées qu'on met en place dans la copie. Alors, le plan. Il y a un plan type, c'est vrai, mais on va voir que le but, c'est de vous expliquer que c'est une espèce de trame type qu'il faut être capable de s'approprier, qui ne doit pas être une contrainte, là encore, ne soyez pas scolaire, qui est juste une aide, une première boussole en quelque sorte, et on peut ensuite l'aménager, le reprendre à sa convenance. Déjà, l'introduction. Dans l'introduction, moi je vous conseille d'avoir 4 temps distincts. Un premier temps où vous rentrez de plein pied dans le sujet. Il faut que vous ayez tout de suite une première illustration, une première incarnation possible du sujet. Et alors là, on peut s'inspirer de l'actualité, on peut s'inspirer de la sociologie, d'un exemple littéraire, d'un exemple mythologique, que sais-je encore. Le champ des possibles est immense. Je ne sais pas, vous tombez sur la sélection dans la société d'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir sur, tiens, il y a eu des Jeux Olympiques, j'observe quand même que chaque pays envoie une sélection d'équipes, et personne ne s'émeut de cette sélection, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des caves pour les Jeux Olympiques. Donc voilà un cas où une sélection est tout à fait compatible avec un monde démocratique. Bon. Vous avez un sujet sur la femme, la femme dans la société d'aujourd'hui, vous pouvez très bien ouvrir sur, j'observe qu'il y a 53% de femmes dans la société française, par exemple, c'est le pays réel, pour utiliser des expressions assez classiques. J'observe en revanche que dans le pays légal, on n'a pas forcément 53% de femmes. Bon. Oui, donc juste un chiffre éventuellement, et très simple. La culture générale, c'est pas un truc de péteux, c'est pas, il y a rien de pire que d'être cuistre. Revenons au salon, il s'agit pas de faire des phrases forcément très compliquées. Il ne s'agit pas non plus de faire des choses qui, je répète, sont scolaires et un peu mortes. Il faut que ça vive, quoi. Il faut que ça soit assez prime-sautier. Donc ça, ce serait les phrases d'accroche, 3-4 lignes. Dans le deuxième temps, on fait un travail de circonscription des mots du sujet. On essaie de voir ce qu'est le sujet, ce qu'il n'est pas. On peut s'inspirer de l'étymologie parfois, mais attention, l'étymologie est parfois extrêmement creuse. Certains, quand ils citent une étymologie, on a l'impression qu'ils ont découvert le Graal, alors que finalement l'étymologie est pauvre.
si vous tombez sur un sujet sur la nation, d'accord, nation, ça vient de nascor, hein, naître en latin, mais enfin, on n'a pas découvert le Graal quand on a dit ça, parce qu'on est finalement aussi dans une famille, on est sur la terre, hein, donc ça suffit pas à définir ce qu'est la nation. Surtout dans le deuxième temps de l'intro, on utilise beaucoup le conditionnel pour mettre à distance les lieux communs. Ah voilà, nous y sommes. À quoi ça sert la culture générale? Ça sert à s'étonner. Ça sert à se dire finalement, au fond, on le répète tout le temps ça, mais est-ce que c'est vrai? Je m'étonne. On avance aujourd'hui l'idée de, il y aurait aujourd'hui, etc. Vous savez, toutes ces antiennes qu'on entend en permanence, la crise de l'autorité, la décadence, tout fout le camp, la planète va crever, etc. Bah, on nous le répète, on ne sait pas si c'est vrai, on va le voir. Hein, et on va utiliser justement les 5 heures qui nous sont imparties pour essayer de faire le point et de faire peut-être un pas de côté pour réfléchir un peu. Bon. Et la mise à distance des lieux communs, qui est dans le deuxième temps de l'intro et qui est dans la foulée, si je puis dire, de la définition des termes du sujet, elle est fondamentale. C'est là qu'on voit si on a affaire à des gens qui sont capables de prendre du recul. Je donne un exemple très concret. On nous ennuie beaucoup aujourd'hui avec l'ascenseur social est en panne. Ben, on peut très bien renverser la question en disant non, finalement, est-ce qu'il a jamais fonctionné? Vous voyez, plutôt que de dire oui, c'est vrai, l'ascenseur social est en panne, hein, l'égalité des chances dans la société d'aujourd'hui. Renversons la question, non mais au fond, est-ce que c'est pas plutôt une question de, est-ce qu'il a jamais existé, cet ascenseur, déjà? Je suis même pas sûr qu'il ait toujours existé. Parce que parfois un lieu commun est totalement faux, totalement vrai, partiellement vrai, on va voir. On pourrait même aussi faire un pas de côté en disant, mais à propos de cet ascenseur, est-ce que c'est pas l'immeuble tout entier qui a été détruit? Vous voyez, bon, donc on peut aussi filer des métaphores. Vous voyez, toujours jouer sur les mots. Hein, c'est très très bien de filer des métaphores aussi dans une intro. Je sais pas, on vous dit, vous avez une citation sur l'individu dans la société contemporaine. Bon, vous pouvez très bien revenir sur la conception organiciste de la société. Hein. Vous savez, l'individu est un atome, un organe, pardon, et la société est un corps. Hein. Songez au Léviathan, la couverture du Léviathan, avec ce corps de Vitruve qui incarne la société. Ben, vous pouvez filer une métaphore médicale en disant, finalement, est-ce que il n'y a pas un cancer de la société? Est-ce que la greffe a bien pris? Que sais-je encore? C'est bien de jouer sur les mots, puisqu'une fois encore, c'est la culture de salon, et dans un salon, il faut être capable de s'exprimer de façon heureuse et de façon séduisante. Donc dans le deuxième temps, je le répète, on circonscrit les mots du sujet, et on essaye de faire un pas de côté par rapport au lieu commun, de les mettre à distance, d'où l'utilité du conditionnel. Dans le troisième temps, on peut poser une cascade de questions. Cascade de questions, 3 voire 4 questions. Alors, 3 questions, c'est pas mal, parce que ça peut être, je répondrai à ma première question dans le grand 1, je répondrai à la deuxième question dans le 2A, je répondrai à la troisième question dans le 2B. Et parfois, on en fait 4 des questions, parce que si le sujet est sous forme de questions, ce qui est élégant, c'est 3 questions enchaînées, et la 4e correspond au sujet. Qu'en est-il donc de la nation aujourd'hui, par exemple? Et c'est de manière élégante de dire, un peu comme dans une poupée russe, bah regarde comme dans cette question, il y a toutes ces questions incluses. Voilà. Ensuite, on annonce le plan, et j'y insiste, je crois que pour l'épreuve de culture générale, il est vivement conseillé de faire un plan apparent. Ça prendra davantage le correcteur par la main. Et bien sûr, quand on fait des titres, on peut faire des titres avec des verbes conjugués. J'ai eu de nombreuses questions là-dessus. Oui, je sais que la fac de droit vous dit qu'il ne faut pas conjuguer des verbes, mais ma foi, pour avoir une pensée un peu souple, un peu dialectique, c'est quand même pas mal d'avoir des phrases avec des verbes conjugués dans les titres, hein, et donc des titres apparents et soulignés. Bon. Alors maintenant, le plan. C'est un plan type qui peut être aménagé, réaménagé. Il doit servir, je le répète, de guide, pas de contrainte. Ne transformez pas une aide que vous demandez en une contrainte qui va ensuite vous tétaniser au lieu de vous aider. C'est ça un peu le problème, hein, et la difficulté pour les prépas, c'est que vous transformez des aides qu'on essaye de vous apporter en des moments de contrainte, et c'est absolument pas l'objet. En général, puisque on nous demande de réfléchir à la société d'aujourd'hui à partir d'un legs, le mieux c'est, dans une première partie, d'essayer de faire le bilan de tout ce qui existe aujourd'hui, mais qui vient de loin, qui s'enracine dans un temps long. Dit autrement, il faut raisonner en termes de legs dans le 1. C'est ce qu'on appelle parfois la modernité. Hein. La modernité, c'est tout ce dont nous sommes riches depuis le XVIe, hein, ce moment où on a commencé finalement à désenchanter le monde, pour le dire comme Marcel Gauchet. Et si vous voulez, dans ce legs, on peut très bien avoir des tensions entre nature et culture.
mythe et réalité, individu et société. Hein. On plonge le sujet dans un bain tantôt naturel, tantôt culturel, tantôt le bain des lieux, des soi-disant d'évidence, hein, dont il faut se déprendre, et ensuite de la réalité. On peut dire ah bah ça nous paraît évident, un A, en fait ça l'est pas, c'est construit un B. Bon, bah, voilà, ça peut très très bien marcher. Ce ne sont que des aides, des guides. Des guides, bien sûr. Et dit autrement, le 1 consiste à dire, bah écoutez, le monde d'aujourd'hui peut encore être lu à l'aune du temps long. La démographie, elle est en crise peut-être aujourd'hui, mais enfin, elle remonte à Athènes. Bon, la religion, elle s'inscrit dans un temps long également. Le rapport à l'animal s'inscrit dans un temps long. La question de la place du juste s'inscrit dans un temps long. Donc, tout ce qui, grâce à l'héritage, me permet, si vous voulez, de mieux lire la société contemporaine est le bienvenu. Mais alors, surtout de grâce, pour éviter le côté scolaire là encore, ne commencez pas par à Rome, de façon chronologique un peu bébête, c'est mortel. Quelqu'un qui prend la parole comme ça, on se dit mais jusqu'où ça va aller? Parce que si toute l'histoire de l'humanité défile, on va pas s'en sortir. Non, il faut plutôt, dans chaque paragraphe, entrer de plein pied sur un exemple d'aujourd'hui, puis faire la généalogie de l'idée. Je m'explique. Nous sommes repartis pour une soi-disant guerre juste, là, en ce moment, pour lutter contre l'État islamique au Levant. On nous reparle de guerre juste, comme l'avait fait George Bush en Irak il y a quelques années. Vous ouvrez là-dessus et vous faites la généalogie de la guerre juste. Vous pouvez enrôler saint Thomas, vous pouvez rappeler la théorie du tyrannicide, etc. On part d'aujourd'hui et on le remet en perspective au regard de l'histoire. La femme dans la société d'aujourd'hui, on peut très bien partir d'un plan du genre, regardez comme on lui demandait surtout de s'occuper des gamins et de se taire, hein, grosso modo. Hein, c'est dans la sphère privée, elle n'avait pas grand-chose à faire, et dans la sphère publique, pas grand-chose à dire, grosso modo. Bon, un A, un B. Vous partez du thème contemporain de la parité, par exemple, et vous le remettez en perspective en disant quel temps long parcouru quand on songe à saint Paul qui nous disait la femme doit se taire dans les assemblées, etc. Une généalogie des idées. Bon. Je parle de saint Paul, c'est pas mal d'avoir quelques références éventuellement chrétiennes. Je trouve que, ou plus largement des références issues de la tradition religieuse, hein, ne soyons pas sectaires. Mais je vous donne un exemple d'un joli petit texte que vous pourriez lire aussi. On dirait que c'est un petit traité de Voltaire égaré dans l'Ancien Testament. Je pense à l'Ecclésiaste. Et je vous conseille vivement de lire l'Ecclésiaste. Je suis sûr que vous en connaissez des bribes. Hein. Vanité, tout n'est que vanité, rien de nouveau sous le soleil, etc. Vous savez, on dirait, je répète, un petit traité de Voltaire égaré dans l'Ancien Testament, et je vous conseille de le lire. Ça se lit en 1 heure, ça, l'Ecclésiaste. C'est dans la collection Arléa, par exemple, qui a repris la traduction d'Ernest Renan. C'est un très joli texte, qui rend un peu mélancolique, certes, mais qui peut être facilement enrôlé, là encore, dans une copie de Culture G. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, le 1, c'est voilà ce qui existe aujourd'hui et qui vient de loin. Bon. Le 2 correspond davantage à ce qu'on appelle de façon parfois un peu pédante la postmodernité ou l'hypermodernité. Bon. Et là, en général, il y a une crise, 2A, mais il faut quand même essayer de retrouver des raisons d'espérer, 2B. C'est quoi la postmodernité, disons-le simplement? C'est une crise fondamentale dans l'histoire qui fait que finalement, depuis au moins 1945, mais à mon avis, je pense que les traces de cette postmodernité peuvent être retrouvées même dès 1890, ce qui apparaissait comme un progrès continu s'enraye. La démocratie se suicide, la science, loin d'être lourde seulement de promesses, devient lourde de menaces, etc. Bref, une crise profonde intervient, une mutation en quelque sorte, la raison déraisonne, hein, ce qui avant était un processus de raison devient totalement déraisonnable, c'est ça la postmodernité. Et alors il y a des aspects totalement inédits. Et c'est pour ça que le 2, c'est voilà ce qui se passe aujourd'hui, et qui là pour le coup est nouveau sous le soleil, qu'on ne connaissait pas avant. 2A, une crise en général, 2B, des raisons d'espérer. La crise, soyons très clairs, la femme dans la société d'aujourd'hui, le thème de sphère publique, sphère privée, ça c'est vieux comme le monde, le thème du type, la femme avant c'était un homme, hein, c'est-à-dire le transsexualisme, ça je crois que c'est plutôt 2A, d'accord, parce que c'est nouveau sous le soleil. La vaginoplastie, si vous voulez, c'était pas un thème ni du temps de saint Paul, ni du temps d'Olympe de Gouges, que vous avez tant rappelé. Bon. Et donc, il y a une crise, en général, en 2A, et des raisons d'espérer en 2B. Alors, les raisons d'espérer en 2B, ce qui est pas mal pour structurer son 2B, hein, en étant un peu caricatural, c'est petit 1 du 2B, les mauvaises pistes, les fausses pistes, les fausses bonnes idées, soit parce qu'elles sont subsidiaires, soit parce qu'elles sont complètement folles.
Il suffit déjà de penser à un certain nombre de solutions pensées en Californie, par exemple, pour se dire que il y a des solutions pour réenchanter le monde qui paraissent folles. Enfin, je m'explique sur le sujet de l'animal. Faire de l'animal une personne, par exemple, un sujet de droit, ça me paraît pas la meilleure idée du monde. Hein. Ça risque de, si vous voulez, si quand on tue un chat, c'est un meurtre au premier degré, je ne crois pas que ça soit vraiment l'avenir de l'humanité. Le petit 2 du B du 2, c'est voilà des pistes plus pertinentes, plus convaincante pour, en quelque sorte, renouer un rapport convenable entre, je sais pas, l'homme et l'animal, le juge et la cité, etc. Dites-vous que les pensées des Allemands, que ce soit Habermas, Sloterdijk, Hannah Arendt, etc., sont souvent très utiles pour essayer de retrouver cette bonne distance, en quelque sorte. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de tel qu'un Allemand pour se dire, maintenant que le chaos est là, et il nous faut encore 45, c'est une date qui doit vous dire quelque chose, essayons quand même de renouer le fil d'une humanité, même si on sait qu'on ne refera pas le chemin dans l'autre sens. Je m'explique. Ce serait une folie de vouloir, par exemple, refaire de l'animal un animal sacré. On ne va pas refaire le chemin dans l'autre sens. La postmodernité, elle doit trouver des solutions pour que notre monde soit vivable, mais des solutions adaptées, des solutions réalistes au regard du monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que on ne vous demande pas, si vous voulez non plus, d'avoir forcément un propos joyeux. Et là, je crois que il faut comprendre que le côté tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'on retrouve parfois dans vos copies, qui a un petit côté candide, justement, pour citer de nouveau Voltaire, je crois pas que ça soit toujours le cas, hélas. Et d'ailleurs, même dans une conclusion de culture générale, parce que c'est pas mal de faire une conclusion aussi, on ne doit pas forcément dire, voilà, j'ai trouvé la solution, c'est bon, tout va bien, dormez braves gens. Non, le monde reste complexe, même dans une conclusion. Bon. Et alors, je répète, ça, c'est un plan type, c'est juste un guide, mais il va de soi qu'on peut complètement le faire exploser. On peut s'inspirer de ce plan type et ensuite se le réapproprier. D'abord, qui vous dit qu'il faut faire seulement 2 parties? On peut très bien se lancer dans un plan en 3 parties. Dans ces cas-là, le 1, ce qu'on a dit sur le bilan de l'héritage en quelque sorte, on en fait une première partie donc de ce 1 là, et on n'est pas obligé de faire AB. Bon, on dira, on fera un 1 plus court. Le 2 correspondrait au 2A, c'est-à-dire regardez comme il y a une crise, etc. Le 3 correspondrait au 2B, par exemple. C'est tout à fait possible d'avoir 3 parties. Nous avons mis dans le polycopier de culture générale un exemple de bonne copie à 17, là, sur les âges, sur les générations. Ça, c'est une copie d'un magistrat qui est tout à fait remarquable, qui travaille avec nous d'ailleurs à présent, et qui avait eu 17 sur cette copie sur les âges, et Nicolas, il a fait 3 parties. Il a fait 3 parties dans sa copie, et elle est tout à fait lumineuse, et surtout, on ne s'ennuie pas à sa lecture. Je vous répète, l'ennui, c'est vraiment la pire des choses. On ne doit pas s'ennuyer dans un salon, on ne doit pas s'ennuyer à la lecture de votre copie de culture générale. Alors maintenant, à propos des matériaux qu'on enrôle. Vous aurez de toute façon le cours de Frank Kessler. Et le but du cours de Frank Kessler, c'est déjà de vous nourrir, bien sûr. Vous aurez tous les ouvrages qui auront été fichés. Je pense qu'on sera à un stock de, en tout, 500, peut-être ou 600 fiches de lecture. Elles auront toutes été relues. On vous donnera des exemples de fiches de lecture. Et parfois, pour certains ouvrages, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir lu autre chose que la fiche de lecture pour être capable de le citer. Notamment des ouvrages de sociologues. Enfin, je ne sais pas, Chauvel, les classes moyennes à la dérive. Déjà, tout est dans le titre. Et il suffit de regarder la fiche pour pouvoir enrôler cette référence. Mais par ailleurs, il faut aussi que vous lisiez vous-même. Et je répète, à propos des pensées séminales, il y a quand même des ouvrages qui sont un peu des bonnes à tout faire. Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne, qui est un ouvrage de 58, c'est vraiment un ouvrage tellement riche qu'on peut l'exploiter dans plein d'hypothèses. C'est extrêmement riche. Et il ne faut pas hésiter non plus à citer des auteurs qu'à certains égards on considère comme maudits. Vous savez qu'il y a eu un débat sur l'entrée de Céline dans la Pléiade, il y a eu un débat sur l'entrée de Drieux-La Rochelle également. Bon, c'est pas parce que ces gens se sont fourvoyés, politiquement notamment, que pour autant on doit jeter au feu leurs ouvrages qui sont souvent des sommets de la littérature. Je vous donne un exemple très concret sur le sujet sur le sacrifice. Moi, je trouve qu'un très beau roman comme Gilles, de Drieux-La Rochelle, qui est un roman hélas peu lu aujourd'hui, peut tout à fait être enrôlé dans la copie de culture générale, parce que vous verrez, Gilles, c'est le portrait du débauché, qui a 1000 femmes, mais qui est, ma foi, un peu mélancolique, et qui se dit, je suis quand même mieux quand je suis à l'armée, face à l'ennemi, et dans un sacrifice de moi,
plutôt que de me disperser dans des rapports érotiques qui sont souvent assez vains. Bon. Oui, parce qu'on peut parler du cul, voilà, faut un peu se lâcher aussi, hein, on n'est pas obligé seulement... je vais vous donner un exemple, l'année où était tombé le corps, en culture générale, ça avait été la fête des petites bonnes sœurs qui faisaient des copies du genre on pense trop aujourd'hui au corps, un A, on ferait mieux de penser à l'âme, un B. On a envie de dire, non mais attends, le corps c'est super important aussi. Hein, et le corps, on peut décrire, on peut citer l'origine du monde, hein, qui est un très beau tableau que vous connaissez sans doute, et on doit un peu là aussi se lâcher, être un peu prime sautier. Il s'agit pas toujours je répète, de faire du chasse-neige en disant oh là là, j'ose pas dire ça parce que ça va peut-être le surprendre, etc. C'est le meilleur moyen d'avoir un 8, un 9. Bon, parce que ça c'est l'autre scénario, il y a ceux qui ont 4, mais il y a aussi ceux qui ont 8 ou 9. Là, on perd déjà des points dans la compétition, hein, et avec une admissibilité à 10-6, c'est sans doute pas la bonne idée. Donc il faut un peu se lâcher, là une fois encore, hein, et ne pas hésiter à avoir des propos qui soient concrets, qui soient ouverts sur le monde, et qui donnent le sentiment, finalement, d'une pensée vive et d'une pensée vivante. Bon. Alors, si maintenant je devais vous donner des références qui me paraissent pertinentes d'ores et déjà, même si tout le monde sait, je pense parmi vous, que je suis disponible pour répondre à vos questions sur christopheonline@orange.fr. Moi, je peux compléter cette liste à l'infini, bien sûr. Et vous avez compris que de toute façon, vous aurez une très longue liste d'ouvrages fichés par ailleurs. Mais moi, des ouvrages que j'ai aimés là récemment, voilà. Alors, un géographe déjà, Christophe Guilluy, Fracture française. Ça, c'est génial pour comprendre la montée en puissance du FN, la France périphérique, etc. Christophe Guilluy, G-U-I-2-L-U-Y, Fracture française. Excellent bouquin, voilà pour la géographie. Ça sera intéressant d'ailleurs non seulement pour les écrits, mais aussi pour l'oral, quand il s'agira de parler de la carte judiciaire, de la géographie prioritaire, etc. Un économiste, bon, Thomas Piketty, Le Capital, on l'a en fiche, je vous l'impose pas forcément, parce que c'est quand même un gros tome, même s'il est quand même assez stimulant. En revanche, plus facile à lire, Daniel Cohen, La prospérité du vice. Pourquoi ce capitalisme débridé? Pourquoi cette rupture avec le capitalisme rénant? Pourquoi cette espèce de folie de l'argent? Eh bien, vous voyez, La prospérité du vice, Daniel Cohen, c'est facile à lire, franchement. Du même Cohen, on a aussi 3 leçons sur la société post-industrielle. C'est simple à lire, c'est didactique, ça peut être assimilé rapidement. On peut aller faire un tour du côté des sociologues, bien sûr, il y en a plein, hein. Les joyeux, les tristes. Du côté des joyeux, il y a Maffesoli. Maffesoli, c'est un peu l'heureux de la postmodernité, lui, de Michel Maffesoli. Vous avez des choses comme le temps des tribus, le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse. Bon, ça, c'est aussi un essai qui est facile à lire. Vous pouvez aller faire un tour aussi du côté de la psychanalyse, ça c'est très bien, ou même des fondements anthropologiques du droit, hein, parce que vous savez que, comment dirais-je, des gens comme Pierre Legendre ont enrôlé la psychanalyse pour mieux décrypter le droit, et ça dogmatique, pour le dire comme Legendre. Alors, si vous trouvez Pierre Legendre trop difficile à lire, dans ces cas-là, vous lisez sa vulgarisation par Alain Suppiot, Homo Juridicus. Homo Juridicus, c'est un bon bouquin, c'est à mon avis assez simple à lire. Bon, même s'il y a quand même parfois des passages délicats. Vous savez, il y a des gens qui sont adorables et qui me disent « Oui, mais moi je comprends rien, c'est trop compliqué, etc. » Ou des gens qui disent « Ah oui, les phrases sont trop longues. » Oui, alors ça c'est adorable, les phrases sont trop longues. Vous savez qu'en France, il y a quand même 2 traditions quand on écrit. Hein. Soit la tradition sèche, Flaubert, Stendhal, ou même Charles Maurras, ça c'est de la phrase carrée, incisive, qui est très belle. D'ailleurs, on peut aller vers ça, d'ailleurs, dans vos copies de culture générale, c'est pas mal. Mais il y a aussi la tradition de la phrase longue. Marcel Proust, Charles Péguy, tout ça, ce sont des phrases beaucoup plus longues. Bon. Alors, en tout cas, toujours au titre des références. Je crois que pour ce qui est de la littérature, là aussi, il faut se lâcher. Et pour toute la littérature mondiale, bien sûr, pas seulement la littérature française. Hein, ne soyons pas sectaires. Du côté des États-Unis, on a des monuments comme Faulkner, par exemple. Faulkner, c'est une œuvre, là aussi, tout à fait séminale. Je pense qu'il s'est intéressé à tellement de thèmes qu'on peut l'enrôler. En Angleterre, on a quelqu'un comme Virginia Woolf. Une chambre à soi, c'est facile à lire, là, hein, sur la condition de la femme. On peut lire aussi La promenade au phare, c'est quand même magnifique. Hein, ou même Mrs. Dalloway, pour mieux comprendre ce que sont les flux de conscience. En Russie, il va de soi que vous pouvez enrôler Tolstoï, Gogol, enfin tout ça c'est d'une richesse inouïe, et bien sûr Dostoïevski. Enfin, Dostoïevski sur les pensées doubles, c'est quand même d'une richesse extraordinaire.
Voilà quelques exemples, bien sûr. En France, oui, alors pour ce qui est des Allemands pragois, on pense bien sûr à Kafka. Lui, je pense qu'il est temps quand même de lire au moins le procès, voire le château, pour connaître un peu son œuvre et la fréquenter. En France, dans la littérature, mais on a l'embarras du choix, et pas seulement dans la littérature 19e, hein, outre Balzac, outre Flaubert, l'éducation sentimentale, ce sommet, on a Proust, bien sûr, on a une littérature contemporaine qui n'est pas toujours mauvaise. Moi, je trouve que Houellebecq, c'est quand même une bonne façon de rendre compte du bordel ambiant, hein, et de la décadence de certaines mœurs françaises. On peut très bien citer Annie Ernaux, aussi. Annie Ernaux, qui est un écrivain vivant, une femme dont l'œuvre est, à mon avis, assez belle et assez riche pour nourrir des copies de culture générale. Donc voilà, des références, il y en a plein, et on ne va pas, de toute façon, vous imposer de lire ceci ou cela, sauf pour les 2 fiches de lecture, mais pour le reste, soyez très libres. Il va de soi en revanche que Guillaume Musso, Marc Lévy, etc., tout ça, on oublie, parce que c'est quand même totalement affligeant, et c'est pas ça qui va nourrir votre pensée. Mais moi, je voudrais surtout terminer avec la question du cinéma. Parce que sachez qu'il y a quelques années, on a songé à supprimer la culture générale du concours, ce qui aurait été une folie à mon avis. Et certains disaient, on la supprime totalement, d'autres disaient, non, on va la remplacer par une épreuve de culture cinématographique. Ça aurait été, à mon avis, une catastrophe. Parce que pour compléter le tableau de votre génération années 90, vous êtes né lors de la naissance des multiplex. Les multiplex ont sans doute fait énormément de mal à la cinéphilie, puisqu'ils ont contribué à la disparition de nombreux petits cinémas, de films d'auteur. Et maintenant, on a Netflix qui arrive sur le marché, ce qui va encore favoriser les blockbusters au détriment des films un peu plus intéressants. Alors, je vais vous donner des exemples de films et de manière de les enrôler. Parce que quand on cite un film, il faut être capable de parler du film pendant 5, 6, 7 lignes, et idéalement même de le faire dialoguer avec un auteur, un philosophe, un sociologue, un économiste, que sais-je encore. Bon, des exemples en pagaille. D'abord un sommet, commençons tout de suite par le sommet. Clouseau, La vérité. C'est magnifique. Clouseau, C-L-O-U-Z-E-T, La vérité, c'est l'occasion de revoir Brigitte Bardot jeune, ce qui est quand même mieux que Brigitte Bardot aujourd'hui. Elle est sublime, elle est très bien dirigée, elle est beaucoup plus sophistiquée d'ailleurs que dans Et Dieu créa la femme, parce que comme son nom l'indique, là elle sort de sa coquille, grosso modo. Là, elle est très belle, très bien dirigée, la façon dont les juges, les avocats sont joués, c'est remarquable aussi. La vérité de Clouseau, vraiment, voyez-le, procurez-vous ça en cassette, je pense que c'est vraiment utile. Toujours autour du thème de la justice, Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, Claude Miller, Garde à vue. On peut très bien songer aussi sur le thème de la justice à un très beau Bergman que je trouve magnifique, c'est La Source, hein, qui vous fait réfléchir à la notion de justice privée et de vengeance. Et puisqu'on est en train de parler de Bergman, allez faire un tour du côté de films comme Scène de la vie conjugale, ou bien même Cris et chuchotements. Cris et chuchotements, vous verrez ce que c'est qu'une famille névrotique. Ça vous évitera, dans un sujet sur la famille, de toujours dire que c'est un lieu de solidarité, que c'est un lieu d'amour. Ouais, c'est ça, mais c'est pas toujours ça. C'est aussi un lieu de névrose. Et vous verrez, Cris et chuchotements, c'est un très grand film. On peut aller bien sûr du côté du cinéma américain, qui est d'une très très grande richesse. Je pense notamment au Hollywood, grosso modo 1940, 1970. Vous savez qu'à partir de 1940, beaucoup de Berlinois ont été en exil à Hollywood. Ça a nourri considérablement le cinéma hollywoodien. Il y a plein d'auteurs qui sont, à mon avis, utiles. Scorsese se cite sans problème dans une copie de culture générale. Cassavetes aussi. Cassavetes, c'est magnifique. Je vais vous donner un exemple. Toujours sur le sujet la femme dans la société d'aujourd'hui. Vous réussissez à citer Une femme sous influence, par exemple, de Cassavetes avec Gena Rowlands. Et vous le faites dialoguer, je sais pas, moi, avec Marguerite Duras. J'adore Marguerite Duras sur la vie matérielle. Regardez comme pour une femme, elle est tributaire de tâches matérielles. Elle devient folle à force de s'occuper des gosses. Elle a plus une chambre à soi, pour le dire comme Virginia Woolf, etc. Mais ça sera superbe. Ou vous la faites dialoguer avec Michel Perrault. Hein. Michel Perrault, c'est une très grande historienne française, toujours vivante, hein, qui a écrit Une histoire des femmes, qui a écrit également Une histoire des chambres à coucher, qui est très intéressante. Bref, on utilise Cassavetes et on le fait dialoguer. Mais il faut que ce dialogue ait un sens. Il ne faut pas que ça soit plaqué. Il faut que l'œuvre cinématographique
éclaire le réel, qui lui-même dialogue éventuellement avec tel et tel sociologue ou tel philosophe. Bon. Donc le cinéma américain, autant que vous voulez, dès lors que ce ne sont pas des nanas, et Dieu sait qu'il y a de très grandes richesses à Hollywood. Donc, et si vous voulez, je crois que voilà, un film, je parle de Scorsese, pardon, mais Mean Street, par exemple, c'est magnifique, Mean Street. C'est 73, De Niro et Harvey Keitel. Ce thème obsessionnel des bas-fonds. On peut citer aussi Serpico, qui est un très bon film. Hein, Serpico avec l'idée du quatrième pouvoir aux États-Unis. Vous savez, la police est corrompue, la justice est corrompue. Oui, mais heureusement, il y a le Washington Post, etc. Bon, voilà des bons films. Donc, et là, on joint l'utile à l'agréable. On passe une très bonne soirée. Et ensuite, il en restera quelque chose pour le restituer de façon vivante dans une copie. Bon. Alors, toujours au titre du cinéma, sur les classes sociales, Jean Renoir, La règle du jeu, c'est un sommet. Chacun à sa place. Vous pourriez même voir également le remake qu'on a fait à sa façon Robert Altman dans Gosford Park, qui est un très très bon film, où on retrouve cette idée, là encore, de classe sociale. Pour la violence, vous connaissez tous Orange Mécanique de Kubrick, mais vous pourriez aussi avoir Michael Haneke, Funny Games. Très bon film, une extrême violence, assez inquiétant, mais qui là aussi peut être enrôlé de façon pertinente. Et si vous savez en parler, c'est gagné, là encore. Mais il ne faut pas le faire de façon scolaire. Il faut être capable, par exemple, on ne fait pas des phrases du genre comme le montre Monsieur Haneke dans son film Funny Games. Non, c'est mortel, ça. Funny Games, 2 points. Ce film de Michael Haneke, etc., la petite histoire ensuite en 3-4 lignes. 2 adolescents vont de maison en maison et sèment la terreur, etc. Une terreur gratuite, c'est là le signe de, etc. Et en fait, il faut donner envie au correcteur lui-même, qui peut-être ne connaît pas cette œuvre, d'aller lui-même la voir. Bref, comme dans une conversation mondaine, comme dans une conversation de salon, il faut qu'on ait envie de vous écouter. Il faut qu'on ait envie d'aller au bout de cette copie. Bon. Et donc, on est sur plusieurs pieds, vous le savez, hein, vous le voyez là, de la culture classique, si je puis dire, les humanités, la Grèce, Rome, la pensée chrétienne, saint Thomas, etc., les humanités. On pioche, on fait son marché, là, déjà, dans cette culture classique. On y ajoute une culture très contemporaine, les séries télévisées, la romance publicitaire. Et la romance publicitaire, on peut la décrypter quand même avec des gens comme Baudrillard, la société de consommation, ou peut-être mieux encore, à mon avis, Debord, la société du spectacle. Je crois que la société du spectacle de Debord, c'est un ouvrage, là encore, séminal pour mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Tout est quasiment spectacle, tout est un peu fake. Bon. Et alors, non seulement on est sur ces différentes cultures, mais on est aussi sur plein de disciplines, je le répète. Hein, un peu de géo sans aller chercher comme un bourrin tous ces cours de géo du lycée. Ça va être mortel. Vous n'allez pas reprendre toutes les cartes du monde, ça n'a absolument aucun sens. Et là encore, vous n'auriez rien compris à l'idée d'une culture générale qui n'est justement pas un savoir spécialisé. C'est un savoir non spécialisé. Donc, un peu d'économie, un peu de philo, mais pas trop, parce qu'il faut que ça soit crédible. Il y a peu de chances que vous ayez lu L'être et le néant. Donc, l'existentialisme est un humanisme, ça c'est possible que vous l'ayez lu. L'être et le néant, on n'y croit qu'à moitié. Et quant à Heidegger, je veux bien que vous parliez de l'ère de la technique, si vous voulez, qui est un texte qu'à mon avis vous pouvez avoir lu. Vous savez, ce moment où Heidegger nous dit que la technique, loin de nous libérer, va nous aliéner. Bon, ça c'est possible que vous l'ayez lu. En revanche, être et temps, je suis pas sûr que vous l'ayez lu non plus. Donc, faut que ça soit crédible. Et ne vous inventez pas, là encore, une culture ou des goûts que vous n'avez pas. Hein. Si une œuvre vous ennuie, vous ne l'enrôlez pas. Et surtout, pensez aux œuvres d'art, que ce soit la peinture, on a peu parlé de la peinture hélas, la musique, l'architecture, la littérature, le cinéma. Avec tout cela, vous aurez des copies qui se démarqueront. Parce que nous, vous avez des peurs, mais nous aussi, on en a des peurs. Qu'est-ce que c'est notre peur? Notre peur, c'est que la prépa ne soit absolument pas utile, parce qu'au fond, elle vous aura formaté, elle vous aura finalement enrégimenté, en quelque sorte, au point que toutes les copies se ressembleront. Ça serait le pire. Ce serait le pire. Lâchez-vous, proposez-nous
plein de façons de voir distinctes, plein de façons de voir le monde d'une certaine manière. Les corrigés que nous proposons, ça va de soi, ne sont que des propositions. C'est pas mince, j'ai pas le corrigé, ça n'a aucun sens. En culture générale, le correcteur, on l'emmène où on veut, dès lors que c'est joli et dès lors que c'est pas ennuyeux. D'accord ? Et je crois que si vous comprenez ça, si ce principe de plaisir, vous commencez à l'acquérir, alors ça libérera tout. Parce que, soit dit en passant, d'abord, ça vous rendra un peu plus civil, parce que parfois votre peur vous rend aussi un peu agressif. Une petite remarque, moi j'aimerais bien quand même que quand vous vous adressez tant à Alexandre Amstam qu'à l'ensemble du corps enseignant, que vous commenciez quand même par des formules de politesse et que ça se termine par des formules de politesse. Donc l'intérêt de la culture générale en plus, c'est que ça peut être une sorte de manière de se polir, si je puis dire. Bon. De se polir et de se dire, tactiquement, ça peut peut-être m'aider déjà pour avoir le concours, et puis stratégiquement, ça me rendra plus heureux dans les 40 ou 50 ans à venir, parce que je pense que la magistrature de France a tout à gagner à être cultivée. Elle comprendra mieux le monde. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous ne serez pas en train de vous étonner que la femme qui a dénoncé son mari pour des violences conjugales soit là 3 ou 4 ans plus tard à sa sortie de tôle pour le récupérer. Ça s'appelle des pensées doubles. Ok, il lui a foutu sur la gueule, mais c'est son homme. D'accord ? Bon, lisez Dostoïevski, le monde est complexe. Elle a souffert de cet homme, mais elle l'aime encore. Et soyez pas en train de vous dire, ah, mais c'est bizarre. Ben, c'est bizarre. Le monde est bizarre. Voilà. Et grâce à la culture générale, vous comprendrez peut-être cette densité, cette épaisseur humaine. Mais non seulement ça va vous apporter tout cela, et je le répète, non seulement de façon tactique, mais de façon stratégique, mais en plus, vous allez comprendre que ça peut même être tout à fait séminal pour les autres matières. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on vous demande en civil, en pénal, en public ? De prendre du recul, d'avoir une certaine hauteur. Mais alors attention, à propos de ces autres matières, pour ce qui est des intros en civil et en pénal, épargnez-nous vos références de culture générale. C'est-à-dire que la culture générale, c'est très très bien justement de l'épanouir dans l'épreuve de culture G, et je le répète, pas de référence juridique trop technique dans une copie de culture générale, mais à l'inverse, c'est pas la peine de citer Hegel ou que sais-je encore quand on tombe sur un sujet sur la cause en droit des contrats. D'accord ? Donc on ne confond pas les couloirs de natation. Et puisque j'en suis à parler d'Hegel, ça me fait penser à une journée type pour vous, ce serait quoi ? C'est vous réveillez vers 8h, mettons 8h30. Là, vous passez une demi-heure à scanner, si je puis dire, lemonde.fr. Parce que comme autrefois, vous savez, Hegel disait, la lecture d'un journal quotidien est la grand-messe de l'homme moderne. La grand-messe pour vous maintenant, c'est une demi-heure sur lemonde.fr pour vous tenir au courant du monde environnant, puisqu'il faut que vous fassiez dialoguer vos références avec le monde environnant. Le monde environnant, le débat sur la GPA, le terrorisme, la décadence hollandaise, si je puis dire. Bon, voilà, tout ça, c'est le monde tel qu'il va. Ça, c'est une demi-heure. Ensuite, vous avez votre journée où vous pouvez travailler les matières techniques, etc. Bon, le soir, vous vous arrêtez vers 20h, un apéro, on a le droit de picoler, on a le droit de fumer aussi, enfin ce que vous voulez, enfin tout ce qui vous rend un peu plus joyeux et moins stressé et moins chiant, pour le dire clairement. Et le soir, sur son chevet, on a forcément autre chose que du droit. Vous n'allez pas travailler l'emploi, le remploi ou, je sais pas moi, le bornage à 2h du mat. Faut être complètement dingue. Non, sur votre chevet, vous aurez un bon roman, ou bien si vous n'avez pas envie de lire, vous regardez un bon film. C'est ça, la journée type. Et si vous comprenez cette façon de bosser, si vous ne mettez pas la rate au courbouillon, alors je pense que vous serez heureux pendant votre année de prépa et elle comptera double ou triple. Vous vous en souviendrez ensuite parce qu'elle vous aura peut-être donné des envies d'apprendre, des envies de découvrir, et vous vous direz, au fond, peut-être que j'étais un peu resté en jachère pendant quelques années de fac de droit, j'ai trop peu lu, je me suis trop peu ouvert sur l'extérieur, c'est le moment de le faire. Je vous rappelle que si vous voulez réagir à cette vidéo, me demander des compléments, me demander des précisions, ou plus largement si vous avez besoin, là encore, de vous livrer ou de me livrer vos angoisses, je suis disponible pour vous répondre sur christopheonline@orange.fr, quitte à ce que nous fassions des rendez-vous téléphoniques. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux travail, un grand plaisir à apprendre. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.